Sur le plateau de l'émission Le Grand Débat ce jour, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Danginou. Bienvenue à Burkina Info TV. Comment va le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement? Le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, parce que j'ai dit... Voilà, donc on vous a amputé déjà d'un titre. Hein. Non, Ça fait trois ministères pour une seule personne finalement. Hein. Non, c'est un seul ministère, mais j'ai une direction générale en charge des relations avec le Parlement qui est très active dans tout ce qui est interface entre le gouvernement et le Parlement. Et il est important donc de reconnaître ce travail-là. Le ministre va très bien. Malgré toutes les critiques qui sont formulées à l'endroit de votre gouvernement pour inefficacité au sein de l'opinion, vous allez bien malgré tout? Parce que je pense que avec son excellence le président du Faso et avec le chef du gouvernement, nous avons une ligne sur laquelle nous avançons. Elle est une ligne de constance, tant au niveau donc de tout ce qui est discussion, dialogue social, et elle a une ligne également de constance dans ce qui est la transformation structurelle de notre pays. Nous avons un programme présidentiel qui a été décliné à travers le PNDS et chacun des ministres sait exactement où il va, comment il doit mener cette action-là. Après, il est clair que lorsqu'on a connu notre pays, avec notamment tout ce que cela a pu être ces dernières années, la remise en état de l'économie, la remise en marche de la gouvernance, la remise en marche de la citoyenneté responsable et bien comprise, ça prend du temps. Et il est évident que tout le monde savait que ça allait être dans ces conditions-là. Pour vous, les gens critiquent, vous avancez. Hein? Vous ne tenez pas compte des observations que font les citoyens burkinabés aujourd'hui sur la marche du pays? Il serait dangereux de dire qu'on ne tient pas compte des observations. Vous savez, la contradiction, les idées diverses, les expressions de mécontentement, les propositions faites dans d'autres cadres, que ce soit les think tanks, que ce soit les partis politiques, tous ces éléments-là concourent à ce que le gouvernement puisse avancer. S'il n'y avait pas cette contradiction, s'il n'y avait pas ces critiques, s'il n'y avait pas même l'expression parfois de sentiments d'attente très pressante, le gouvernement peut-être n'aurait pas le même rythme de travail, n'aurait pas la même logique dans laquelle il fonctionne. Donc je pense que l'expression de cette différence, de cette pluralité des opinions, parfois très contraires, est un élément important. Mais il se trouve aujourd'hui que le gouvernement a du mal à montrer des signaux forts en matière de changement véritable attendu par la population. Vous avez parlé de l'insurrection d'octobre 2014, la transition politique. On attendait un gouvernement plus décisif. Émile Paré a dit sur ce plateau que vous êtes un gouvernement défensif, malheureusement. Vous savez, on est dans un pays où la liberté d'expression existe et chacun apprécie. Mais il y a la réalité aussi de la situation, hein. Liberté d'expression, mais réalité Alors, aussi. Je vais vous remettre dans un contexte. Je me rappelle que lorsque nous avons été installés, nous avons rencontré différents acteurs. Et à l'époque, M. Ido, qui était président du groupe parlementaire MPP, disait « Ils plaignent ceux qui vont prendre cette tâche-là. » Groupe parlementaire UPC. UPC. UPC, c'est important. Ceux qui vont prendre cette tâche-là. Ça veut dire qu'il est évident qu'après tout ce qu'on a connu comme difficulté, et beaucoup de gens prennent l'insurrection à partir de 2014. Je dis non. L'insurrection au Burkina a commencé en 2006. Lorsque les populations ont refusé de porter le casque, elles ont frappé celles qui portaient le casque et se sont opposées aux policiers. C'est un peuple qui, depuis quasiment 10 ans en continu, se bat et dans une situation de requête, d'expression parfois violente de ses désirs. Et vous n'allez pas changer cette donne-là en une journée. Vous n'allez pas non plus, en une année, dire que vous allez remettre tout à plat. Ah, donc vous voulez plus de temps pour pouvoir mieux travailler? On a l'impression que quand vous met la pression, non, vous trouvez que le temps est insuffisant pour ça? Il y a une chose que tout le monde doit prendre en compte. C'est que vous avez quelqu'un qui est élu pour 5 ans. Il y a à côté l'expression de désir, de satisfaction qui sont à régler de façon pressante. Le travail du gouvernement aujourd'hui, c'est d'arriver à conjuguer ces changements structurels sans lesquels le Burkina restera après 2020 dans la même situation, mais en même temps arriver à satisfaire ce qui est pressant, ce qui peut être aujourd'hui des éléments qui ne peuvent pas attendre, une structuration sur le long terme. Vous savez, le programme du président du Faso et le PNDS disent qu'il faut changer structurellement notre pays. C'est l'enjeu comme ça. C'est-à-dire, on peut changer tout ce qui est conjoncturel. On peut régler quelques problèmes en passant. Mais si l'on ne change pas les éléments de base de notre pays, c'est-à-dire la façon dont l'économie est mise en œuvre, la façon dont nous créons de la valeur ajoutée, la façon dont les infrastructures sont mises en place et déployées, la façon dont l'école,
la santé est redéployée pour être plus en phase avec les aspirations des populations, on aurait fait du surplace. Il y a cette réalité sur laquelle le gouvernement s'engage. Mais à côté, il y a une autre réalité, et c'est celle-là qui est pressante, c'est qu'il faut satisfaire quasiment au quotidien des besoins qui, eux, ne peuvent pas attendre cette structuration. Et c'est tout l'équilibre difficile que le gouvernement doit faire. Ben oui, le gouvernement va continuer à souffrir sans doute parce que si vous vous remontez à 2006 pour dire aujourd'hui que le climat social est délétère depuis pratiquement 10 ans au Burkina Faso, en 2015, quand le président Kaboré, candidat, vendait un rêve, il ne s'est pas inspiré de ces événements. Lui, il a dit, si je viens au pouvoir en un an, je vais changer le Burkina. Le constat, il est tout autre aujourd'hui. S'il avait dit qu'en un an, il allait changer le Burkina, les Burkinabés l'auraient élu pour une année. Il a eu un mandat de 5 ans. Je pense qu'il nous faut bien faire la part des choses. Celui qui pense qu'il peut changer le Burkina en un an, et qu'il vienne, il aurait pu se faire... C'est le défi que vous lancez aux autres qui sont... Non, c'est-à-dire que la personne qui aurait pu changer le Burkina en une année, ce serait faire élire. Celui qui a eu le programme sur 5 ans pour changer et faire sa mise en œuvre, c'est le président Kaboré. Et donc je pense que autant on peut comprendre les impératifs qui sont ceux de l'immédiateté, autant aussi il faut accepter que le gouvernement a, ou pas le gouvernement, ou tout autre gouvernement, mais le président élu, lui, il a 5 ans pour rentrer dans ses engagements. Et c'est ça qui est important. Donc vous n'expliquez pas aujourd'hui l'impatience des populations. Si vous m'écoutez, vous allez comprendre que je dis que ça s'explique. Et qu'il faut arriver à conjuguer les deux choses. Vous parlez de 5 ans. Les Burkinabés parlent de la réalité, leur quotidien qui doit changer. Alors, donc, je reprends mon propos et vous allez essayer de m'écouter. Il y a deux choses qui vont ensemble. Il y a une chose qui est le changement structurel, qui est très important. Et il y a une chose qui est la réponse aux aspirations des populations au quotidien. Alors, le gouvernement doit gérer ces deux éléments. Donc, si je reprends donc de façon linéaire, nous avons donc à gérer le quotidien, mais également à changer structurellement. Et c'est toute la difficulté de l'exercice dans lequel nous sommes. Alors je dis, il faut comprendre les aspirations des populations et il faut y répondre de façon effective, mais en n'oubliant pas que si nous nous basons simplement sur cette réponse effective-là, nous n'allons pas apporter les changements structurels qui vont permettre au Burkina de sortir de ce cycle qui, depuis des années, nous fait tourner un peu en rond. Est-ce que le gouvernement Paul Kabatieba ne fait pas dans l'amateurisme depuis qu'il est en place actuellement? Même dans les négociations avec les organisations syndicales, ça bloque très souvent. Vous êtes sorti d'un conseil des ministres, vous avez fait de belles annonces, les syndicats du Trésor ont démenti. Ce n'était pas joli pour un gouvernement, il faut le dire. Alors reprenez les belles annonces et regardez ce sur quoi nous sommes venus aujourd'hui. Je pense aussi que nous devons accepter de ne pas être dans de la surenchère. Nous avons dit à l'époque que sur certains points, je pense qu'ils étaient au nombre de 9, il y avait des avancées. Sur 6, il y avait des discussions qui se posaient et il y avait des points de blocage. Le syndicat a dit non. À partir du moment où nous n'avons pas finalisé l'accord, nous ne pouvons pas dire que ça s'est fait. Aujourd'hui, quand nous avons abouti à la négociation, vous savez que sur un certain nombre de points, les syndicats ont dit « Ok, nous concevons que nous ne pouvons pas les avoir maintenant, nous allons continuer la discussion. » Alors, en quoi il y a de l'amateurisme que de dire que, la ligne du gouvernement, c'est de discuter, mais que cette discussion-là ne peut pas dépasser le seuil qui va remettre de façon dangereuse en cause les grands équilibres de notre pays et paralyser et hypothéquer tout le développement potentiel de notre pays. Il n'y a pas de l'amateurisme, il y a juste une réalité. Alors si certains veulent peut-être que ça soit du concret, de l'affrontement permanent, ou bien parce que le gouvernement est dans une logique de négociation, on trouve que le gouvernement quelle est la solution que vous voulez? Que l'on ait l'affrontement de façon quasiment perpétuelle et continuelle, ou que nous essayons de dire, nous avons tous contribué pendant ces 2 ou 3 ans à créer ce Burkina nouveau-là. Et nous devons y participer. Et l'un des éléments de discussion qui doit être, un des éléments nouveaux, ça doit être la discussion de façon consensuelle. Sans surenchère, hein? Vous savez, la lutte syndicale par essence, c'est demander quelque chose et obtenir quelque chose, même si c'est un peu plus bas. Tout le monde fait ça. Et les syndicats sont dans leur rôle de demander. Le gouvernement dit, voilà ce que nous pouvons accorder et ce qu'on ne peut pas accorder. Et on s'accorde. Je pense que... la plupart des discussions, ça traîne, ça prend du temps. On se demande, mais finalement, qu'est-ce qui bloque? Est-ce qu'il y a un dialogue dessous? Ou bien il y a un manque de confiance même finalement par rapport aux discussions que vous menez avec les organisations syndicales? S'il y avait un manque de confiance, je pense qu'on n'aurait pas mené les discussions. Nous avons un process, comme diraient les entrepreneurs, qui veut qu'il y ait une discussion. Et au niveau de chaque département. Et lorsque cette discussion à ce niveau départemental-là ne peut pas aboutir, on la transmet à l'autorité qui est le Premier ministre, qui met en place une cellule qui gère. À différents niveaux, il y a eu cette crise-là. Mais vous savez, le paradoxe, c'est que chacun, dans son environnement, regarde la crise des autres et la juge en disant, ils exagèrent. Mais quand c'est sa crise à lui,
on n'exagère pas. Moi, j'aime bien ce principe qui est un principe universel. On doit pouvoir s'appliquer les mêmes règles à tous. Quand ça fonctionne pour soi, ça fonctionne pour les autres. Après du moment où le gouvernement est dans un processus de discussion avec tous les corps, après du moment où il y a une crise, on va aller à la discussion et on va essayer de trouver le juste milieu qui tienne compte des préoccupations des travailleurs qui sont fondées et qui tienne compte aussi de la réalité de l'État, qui est celle de ne pas remettre en cause les équilibres, qui est d'assurer la capacité d'avoir cette transformation qui va donner à chaque Burkinabé, où qu'il soit, en ville, en campagne, qu'il soit agent du trésor, instituteur ou simple agriculteur, les bénéfices du changement auquel nous aspirons. Vous allez dans la dynamique de ceux qui pensent aujourd'hui qu'il n'y a que 160 000 fonctionnaires qui réclament plus que les autres finalement. Je dis que le Burkina appartient à tout le monde et que le budget de l'État doit servir à ce que ce développement soit pour tout le monde. Voilà. C'est la réalité. Les syndicats n'aiment pas du tout ce discours-là. Ils l'ont dit clairement, vous n'allez pas martyriser 160 000 personnes parce que si vous trouvez aujourd'hui qu'ils ne sont pas si importants, eh bien il faut passer à autre chose. Parce que les 160 000, c'est eux qui font bouger l'administration aujourd'hui. Vous savez, l'élément essentiel, c'est que le Burkina, c'est aujourd'hui 19 millions de personnes à l'intérieur, une dizaine à l'extérieur. Et que le Burkina, c'est cette entité-là sur laquelle nous sommes différents par nos fonctions, mais nous avons en commun cet espace-là. Et que le budget de l'État doit servir à ce que la plus-value là puisse impacter tout le monde au niveau des éléments de santé, au niveau des éléments d'éducation, au niveau également des éléments de création de richesse. Ça, c'est le discours politique. Si vous savez tout ça, pourquoi vous avez cédé aux revendications des magistrats, des enseignants-chercheurs, aujourd'hui les agents du Trésor? Demain, il faut s'attendre à ce que d'autres fronts sociaux aussi également bouillonnent parce que tout le monde veut finalement qu'on avance. Alors, vous savez, moi j'aime... Quand on rentre dans cette logique-là, on est en train de poser les corps de métier les uns aux autres. Non, mais c'est le gouvernement. Laissez-moi terminer. Et parce que ce qui se passe, on revient à la question des magistrats. Oui. Je dis, OK, les magistrats, nous avons tous, à côté ici à Ouaga 2000, courant 2015, fait des états généraux sur lesquels on a dit qu'il fallait faire ceci, cela. Et tous les acteurs politiques, tous les acteurs sociaux ont signé ces documents-là. On veut le changement d'une gouvernance. Et l'un des éléments clés, c'est le respect des engagements pris. Et les gens ont pris des engagements, ils ont signé. Aujourd'hui, on met ça en œuvre. Je prends deux cas. Vous savez, il y a eu le cas des magistrats. C'est bien. Ils sont allés en grève dès qu'on est arrivé, parce qu'ils voulaient qu'on mette ça en œuvre, ça a été pris par là. Mais la loi 081, c'est la même chose. Elle a été prise par la transition, on a dû l'appliquer. Ça ne pose pas problème aux gens qu'on mette en œuvre la loi 081, ça leur pose problème qu'on satisfait les magistrats. Les journalistes sont allés en grève. Parce que la loi, elle a été prise en 2015, il faut qu'on l'applique. Ça ne pose pas problème qu'on applique les textes par rapport aux journalistes, ça pose problème qu'on applique les textes par rapport aux enseignants. Et les enseignants-chercheurs, ils sont aujourd'hui dans une situation où, de par le fait qu'il y a une réglementation sous-régionale. Vous savez, c'est les seuls emplois qui sont nommés en Conseil des ministres. Donc, ils ont un statut particulier. Il a fallu régler ce statut-là par rapport à cette réalité. Alors, moi, je trouve un peu déplacé de dire, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Nous avons une situation, il nous faut la gérer au mieux, en tenant compte des engagements, de la continuité de l'État, en tenant compte aussi de la possibilité que nous avons d'impulser ce changement, cette transformation structurelle à laquelle le président du Faso veut conduire notre pays et pour laquelle il a été élu. Est-ce que vous pensez que c'est normal que quelqu'un qui a bac plus 4 soit mal payé plus que quelqu'un qui est dans une autre administration? C'est le gros problème au Burkina Faso. À diplôme égal, salaire égal. Il faut uniformiser les choses finalement au Burkina. Pourquoi ne pas y arriver? Il y a un comité qui est mis en place et donc vous savez que le Premier ministre l'a affirmé que sur la question notamment des rémunérations, il va falloir que les Burkinabés se prononcent. De façon... il faut aller à un référendum pour ça? Non. Ça pourrait être une alternative. Pourquoi ne pas poser la question à la population? Quand on dit les Burkinabés se référendum, est-ce que c'est le seul? Les acteurs vont se retrouver. Est-ce qu'on a besoin de passer par un référendum pour toutes les questions? Pas le cas des fonds communs, pourquoi ne pas passer par un référendum aujourd'hui pour définitivement régler cette question? Puisque les enseignants qui sont dans les brousses aujourd'hui, les infirmiers également, qui servent les populations locales n'ont pas de fonds communs aujourd'hui. Pourquoi ne pas trancher ça par un référendum? Alors, on va rentrer dans le mode de gouvernance suisse, où on fait ce qu'on appelle des votations. Pour avoir un parking, on va faire un référendum.
pour avoir une buvette dans les cimetières, faire un référendum. Je pense que le choix de notre fonctionnement démocratique n'est pas celui-là. Le référendum, il tient un certain nombre d'éléments, mais il y a d'autres cadres dans lesquels on peut associer les Burkinabés pour discuter. Il y a d'autres cadres sur lesquels les représentations des différentes couches sociales peuvent s'exprimer. Il ne faut pas voir en toute chose des excès. Des excès. Et là où nous sommes là où nous sommes tombés un peu, c'est qu'aujourd'hui, tout devient excessif. Tout devient excessif. C'est-à-dire que il y a des attentes, c'est vrai, mais les façons de les exprimer, les façons de dire au gouvernement il faut faire ça, ça devient un peu excessif. On veut aller jusqu'au bout, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Et tout le monde sait, de façon honnête, que si on prend tout ça pour mettre ici, on n'aura rien pour construire demain. Donc voilà des réalités sur lesquelles il nous faut faire attention. Mais je rappelle que sur ces questions-là, le Premier ministre a instruit donc les différents acteurs qui sont en train de travailler et il s'est engagé pour qu'il y ait ce grand cadre national-là qui va mettre ensemble tous les acteurs de la société et on pourra décider de cette question de rémunération parce que c'est une question essentielle. Alors, est-ce que vous allez directement dans la dynamique d'une fermeté? Le président de l'Assemblée nationale a souhaité que le gouvernement soit plus ferme sur la question. Le gouvernement a sa ligne de conduite, je le rappelle, c'est celle de discuter, de trouver des accords. C'est celle également de ne pas remettre en cause les grands équilibres de notre économie et de ne pas hypothéquer le développement du pays au profit de revendications aussi justifiées soient-elles, mais lorsqu'elles touchent une seule catégorie sociale. Dans cette discussion-là, il peut y avoir de la fermeté. La fermeté, ce n'est pas forcément se mettre à gazer ou tabasser les gens. La fermeté, c'est également dans la discussion qu'on peut mener avec des différentes personnes. Et le président de l'Assemblée est dans son rôle, le gouvernement est également dans le sien. Je pense qu'il y a une séparation des pouvoirs dans notre pays sur laquelle nous fonctionnons relativement bien. On a l'impression souvent qu'il n'y a pas de sincérité entre vous et les organisations syndicales. Je pense qu'il y a une sincérité. J'ai la chance de discuter. Ou c'est le gouvernement qui ne sait pas négocier, ou ce sont les syndicats finalement qui en font trop. Je ne dirais pas que les syndicats en font trop. Le gouvernement... Question sensible, hein, parce qu'il faut faire beaucoup attention quand on parle des organisations syndicales. J'ai la faiblesse de dire ce que je pense. Et je pense que les syndicats, parfois, et je l'ai dit par exemple à mes syndicats, parfois on pose des mouvements qui pour moi ne sont pas forcément justifiés parce qu'on parle à des situations sans ces excès-là. Si vous avez aujourd'hui une systématisation du sitting, qui n'est pas une forme... Le sitting, pour beaucoup de personnes, c'est une manifestation spontanée de quelque chose qui ne vous plaît pas dans le travail. Et la loi vous le permet. Mais quand on dit qu'on va faire sitting du matin au soir, que ce n'est pas une grève, il y a des situations comme ça sur lesquelles, effectivement, il y a des excès. Mais on le dit aux syndicats, et les syndicats, ils l'entendent, les différents acteurs du gouvernement le disent. Mais de la même façon, nous n'allons pas dire, c'est parce qu'ils font un sitting, nous n'allons pas discuter avec eux. Ce sont les acteurs qui ont des préoccupations, qui expriment. Si quelque chose s'exprime, c'est qu'il y a quelque part un besoin sur lequel il faut discuter. Mais ça n'empêche pas que dans la discussion, nous puissions dire, ça, nous ne sommes pas d'accord. Au sortir du Conseil des ministres, nous avons dit qu'un certain nombre d'éléments, nous n'allons pas pouvoir les satisfaire dès le départ. C'était la question du statut autonome. Et nous l'avons dit, les syndicats ont compris qu'en l'état de notre législation, ce n'était pas possible. Ils ont dit, OK, nous allons discuter, on va voir d'autres aspects. Je pense que quand on dit qu'il n'y a pas de fermeté, est-ce qu'on peut être plus ferme que ça dans une discussion, dire à quelqu'un, sur ce point-là, nous ne pouvons pas vous le concéder. Je pense qu'il y a quand même une fermeté. Après, nous discutons d'autres choses. Je pense que là où il y a, et les syndicats doivent prendre ça en compte, c'est qu'il faut aussi que nous polissions un peu parfois le débat dans la manifestation. Il ne faudrait pas que ça devienne des éléments de violation des droits des uns et des autres, ou d'atteinte même... Vous pensez qu'il y a des abus aujourd'hui dans la lutte syndicale au Burkina Faso? Le sitting, de par le comportement non, de certaines personnes? Le sitting, parfois, la façon dont certains sittings sont pratiqués, c'est parfois de l'abus. C'est vrai. Mais s'ils ne sont pas en règle, le gouvernement a les prérogatives aujourd'hui pour prendre les mesures nécessaires dans ce sens. Pourquoi vous ne le faites pas? Ça dépend. Ça dépend. Moi, en tant que ministre de la Communication, nous avons, à un certain moment donné, j'ai demandé à la police de sécuriser les lieux. On a discuté des syndicats. Et puis, quand il y a eu des garanties, j'ai demandé à la police de lever. Je pense que, vous savez, ne nous focalisons pas sur ce qui est écume. Regardons ce qui est le fond du travail. Si l'écume est moussante, regardons la qualité du travail qui est fait. Et la qualité du travail, c'est qu'il y a quand même un cadre de négociation qui est parfois dur, qui est long. Mais c'est nouveau cette façon de travailler avec les gens. C'est nouveau parce que on ne va pas payer, on ne va pas aller corrompre. Non, on va discuter, on va essayer de s'entendre, on va trouver le juste milieu, on va argumenter. Ça prend du temps. Parfois, les revendications sont dures. Certaines personnes se disent on va obtenir ça coûte que coûte. Le gouvernement vous dit on ne peut pas le faire. Après, il y a des éléments de loi qui nous régissent tous. C'est de pérenniser cet état de droit-là. C'est de respecter les engagements de chacun. C'est de respecter les chacun. Et surtout, ce qui est important, c'est de se donner les chances
de sortir le Burkina de ce cycle de reprise perpétuelle dans le cadre dans lequel nous sommes, qui est la pauvreté, de changer la structure de notre économie pour pouvoir développer. Alors, est-ce qu'en Conseil des ministres, vous discutez sérieusement des luttes syndicales pour qu'on trouve une solution définitive, une trêve sociale définitive pour que le pays puisse commencer véritablement à être sur le chemin du développement? Les discussions du Conseil des ministres sont confidentielles. Oui, confidentielles, mais c'est important aussi qu'on en parle aujourd'hui parce qu'on a l'impression qu'au Conseil des ministres, souvent, vous partez discuter d'autres choses que des réalités du peuple. J'ai la chance d'être membre du Conseil des ministres et je sais ce qu'on en discute. Nous abordons les questions de la société, nous discutons. Mais malheureusement, je ne vais pas, sur un plateau de télévision, dire ce qu'on dit dans le Conseil des ministres. Vous avez ce qu'on appelle les dossiers de fond, vous avez les communications orales. Et dans les communications orales, il y a tous les aspects de la société burkinabé qui sont abordés. Et chaque ministre donne son sentiment là-dessus. Les questions sont débattues. Et les premiers responsables donnent des directives par rapport à ce qui peut être fait, tant au niveau donc de la discussion concrète qu'au niveau des autres actions à mener. Mais ça, c'est quand même la confidentialité du Conseil. Vous n'en parlez pas. Alors, évoluons donc avec la société civile également qui a donné de la voix dans la même dynamique que les organisations syndicales. Est-ce que vous pensez que le gouvernement est victime de trop de pression finalement qui l'empêche de travailler? Je pense que si le gouvernement est venu, c'est qu'il sait qu'il y aura cette pression-là. C'est clair. Parce qu'on ne peut pas, après savoir ce que notre pays a connu, dire on va pouvoir le faire. Les attentes des uns sont énormes. Et chacun est dans son droit de dire je veux ça, je ne suis pas content de ça, j'espère plus que ça. C'est tout à fait normal. Au gouvernement de trouver la solution et les moyens de dire aux gens, voilà ce que nous faisons, voilà ce vers quoi nous voulons aller, voilà pourquoi parfois ça prend un peu de temps, mais voilà. Encore faudrait-il que les gens aussi acceptent parfois de nous donner la possibilité de leur expliquer les choses. Parce que quand on s'explique, on trouve des solutions. Voilà, avec le syndicat des travailleurs du Trésor burkinabé, on a discuté, ça a pris du temps. Sur certains éléments sur lesquels ils étaient intransigeants, ils ont fini par se dire, OK, on va trouver. Donc il faut aussi qu'on accepte de nous écouter et d'avoir nos arguments. Le gouvernement aurait souhaité discuter avec la société civile aujourd'hui par rapport à toutes les difficultés que vous rencontrez dans l'exécution du programme du président? Vous savez, moi j'ai été acteur de la société civile pendant des années. Et le rôle de la société civile, c'est d'être justement ce chien de garde, de mordre sur les chevilles, de rappeler qu'il y a telle ou telle chose qui ne va pas. Et c'est le gouvernement de prendre ces éléments-là. Vous pensez qu'il y a certaines sociétés civiles qui sont politisées aujourd'hui, qui font le jeu de l'opposition politique éventuellement? Vous savez, la réalité de notre espace fait que chacun s'engage dans le sens qui lui plaît. On n'a pas à juger de qui a fait quoi, qui est pour qui a fait quoi. L'essentiel, c'est que nous en tirons profit et que ça puisse soit être des signes d'alerte, soit être des signes d'encouragement dans ce que nous sommes en train de faire. Et c'est pour ça que la société civile est essentielle dans un pays. Elle est là parce qu'elle est, comme on dirait l'expression un peu, pour les journalistes, entre guillemets, des chiens de garde. Vérifier que les seuils au niveau de la gouvernance, la question des droits, toutes ces questions-là sont toujours dans le fil. Et rappeler qu'on est là pour vérifier ces éléments-là. C'est notre travail et on ne peut que se féliciter d'une société civile qui le fasse. Après, je pense qu'il y a aussi le respect des engagements pris par les uns et les autres. Il y a également la qualité des discours qui sont tenus. Je dis souvent, et ça c'est un élément qui pour moi est important, mon engagement pour lutter contre le système a commencé en 1995, mais c'est avec Norbert Zongo que j'ai basculé vraiment. Et de cette période de Norbert Zongo jusqu'à ce que le président Compaoré s'en aille, je me suis toujours dit, il est peut-être quelqu'un que je décris, mais il y a des Burkinabés qui ont voté pour lui. Et c'est lui le président du Faso. Et moi, sur quoi j'aimerais insister, c'est que nous sommes des Africains. Et nous avons un certain nombre d'éléments de valeur que nous devons garder. On a vu ce qui s'est passé avec l'artiste dénudé, mais souvent, on est surpris que certains aient des propos, parfois je dirais, excessifs vis-à-vis d'un certain nombre d'acteurs. On va dans la trivialité. C'est pas comme ça qu'on va gérer la question. Mais tout explose désormais avec l'avènement des réseaux sociaux parce qu'il n'y a plus de réserve, il n'y a plus de contenu. Non. Voilà. Est-ce que cela n'a pas un peu... Les réseaux sociaux sont une chose. Cela n'a pas dégradé un peu le climat aussi social, non, il faut le dire au passage. Les réseaux sociaux sont une chose. Oui. Vous savez, après vous allez dans un réseau, que ce soit Facebook, Twitter, etc., vous acceptez de jouer les règles de ce réseau. Le gouvernement même s'est laissé embarquer finalement dans cette histoire des réseaux sociaux aujourd'hui, il faut le dire. Laissez-moi terminer. Oui. Vous acceptez de suivre un peu les règles du réseau. Donc si vous allez sur Twitter ou sur Facebook et qu'on vous insulte, c'est comme ça. Après, si vous voulez aller en justice, vous allez en justice. Ce que moi je dis,
C'est dans les cadres formels de prise de parole, dans les plateaux d'émission, dans les meetings, etc. Je pense que nous devons faire attention. Parce que, vous savez, ça revient toujours comme un boomerang. On a des jeunes qui nous suivent, on a des enfants qui regardent. Et on a donc un certain nombre d'éléments de décence que des pères de famille, des mères de famille, des éducateurs, des hommes d'opinion, des leaders d'opinion, comme on dit, doivent porter. Et après, quand on tombe dans le caniveau dans certains propos, ça va vous revenir après. Parce que ce que vous utilisez contre les autres, c'est ce que d'autres personnes vont utiliser contre vous. C'est de bonne guerre. On parle de gouvernance, vous parlez de moralité. On a l'impression que vous voulez moraliser la population pour qu'elle vous laisse travailler et ne pas vous mettre la pression à travers ces leaders d'opinion. J'ai dit et je répète, la pression là, elle est nécessaire et elle est utile. La société civile fait son boulot, l'opposition politique fait son boulot. Chacun doit faire son boulot, le gouvernement doit travailler à rendre possible les engagements que le président du Faso a pris vis-à-vis des populations. C'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous savez, on dit que rien ne sera plus comme avant. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Nous sommes dans on une... vous dit aussi que tout est pire qu'avant. Il y a des choses sur lesquelles je pense que les gens ne regardent pas assez. Ah oui. C'est vrai. Lesquelles, par exemple? Vous savez, la presse, par exemple, a mis au devant de la scène certains faits de corruption. Plusieurs scandales. Plusieurs scandales. Mais pour beaucoup de ces scandales-là, c'est déjà l'administration gouvernementale, à travers les conseils d'administration ou les inspections, qui ont mis les trucs au devant de la scène et qui ont décidé de prendre des sanctions. C'est bien étonnant. Vous-même, vous avez dit que le président a été scandalisé sur l'histoire du CIAO qui a instruit pour qu'on fasse des investigations. Comment se fait-il que le gouvernement soit surpris alors que vous dites que ça vient du gouvernement? Je n'ai pas dit surpris. Il était scandalisé. Il n'était pas content de cette situation. Il exprime de façon claire. Ça veut dire qu'il n'avait pas l'information. Vous savez, pensez que le président du Faso gère tous les gouvernements, tous les départements ministériels? Il y a des ministres qui sont là pour ça. C'est lui qui a été élu par la population. C'est à lui d'être regardant sur toutes ces questions. Vous avez une trentaine de ministères. Donc vous voulez que le président du Faso descende sur chaque ministère. S'il a nommé des ministres, c'est parce qu'il leur a fait un minimum de confiance. Ils doivent lui rendre compte sur les situations. En ce qui concerne cette question du CIAO, le conseil d'administration a refusé de valider les comptes qui avaient été présentés et a instruit un certain nombre d'éléments. C'est à partir de cette réaction du conseil d'administration que c'est sorti dans la presse. Le gouvernement a demandé au ministre à l'époque qu'est-ce qui s'est passé. Le ministre a dit, ok, je ne vous en ai pas informé, mais voilà la procédure. Le président a dit, je ne suis pas d'accord, vous avez dû prendre un certain nombre de dispositions. Il dit, je me suis engagé à les prendre. Voilà. Mais ne dites pas que le président du Faso va descendre au niveau de... Il y a un premier ministre qui est chef de gouvernement. Le président est président du conseil des ministres. Il y a un chef de gouvernement qui est nommé. Il y a des ministres qui sont nommés. Il y a des secrétaires généraux. Il y a des directeurs généraux dans les ministères. Il y a une inspection générale dans chaque ministère. Il ne faut pas demander à quelqu'un de se réduire à ce stade-là. Ce serait le contraire même de la gouvernance vers laquelle nous aspirons tous. Ou bien? Mais justement, est-ce que les rapports qui lui parviennent sont de bons rapports? Parce que c'est ça tout le problème. Blaise Compaoré est resté dans cette dynamique jusqu'à ce qu'il soit chassé du pouvoir. On l'a vu au Burkina ici. Je pense que vous aurez l'opportunité un jour d'interroger le chef de l'État. Vous l'avez déjà fait plusieurs fois. Ce n'est pas un chef d'État qui est dans une tour d'ivoire. Ce n'est pas un chef d'État, c'est un chef d'État qui est au contact de ce qui se passe au vécu des Burkinabés, qui est informé, qui interpelle les ministres sur plein d'actions. Si aujourd'hui votre ministère a un problème, le premier appel que vous avez dit, monsieur le ministre, j'ai appris qu'il y a telle ou telle chose, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il a eu à interpeller des ministres en conseil des ministres par rapport à des révélations qui lui ont été faites sur la gestion des ministères. Je vous ai dit que je n'entrais pas dans le cadre du conseil des ministres. On a déjà parlé. Vous savez, on a dans des éléments de principe. Et je pense que un pays se construit sur des valeurs et un certain nombre d'éléments d'éthique. Le conseil des ministres nécessite que nous ayons un certain nombre de confidentialité. Mais je vous dis, le président interpelle les gens. Y compris le ministre de la Communication qui est en face de vous a été interpellé N et N fois sur différents dossiers. Voilà, donc c'est comme ça. Et il vous demande de lui rendre compte. Donc, parce que, à la différence de ce qui peut être une tour d'ivoire, nous avons un chef d'État qui est resté très en contact avec la réalité, qui a ses différents canaux d'information et qui sait qu'il y a une remontée d'information, qui vit encore comme il vivait il y a quelques années, qui fréquente toujours ses mêmes amis, qui sort toujours, et donc qui sait ce qui se passe, qui n'est pas cloisonné. Aujourd'hui, beaucoup de gens se plaignent, il est tellement accessible, les gens vont le voir, ils posent leurs problèmes. Et il a en retour les impressions des uns et des autres. Il sait ce qui se passe. Donc, ce risque-là... En matière de défense du président, vous le faites si bien. Oui, pas que je défends le président. Vous savez, le vécu qu'il a et sa capacité, le président de se défendre tout seul. Moi, je regarde, je fais un constat et je dis.
Parlons de la bonne gouvernance, justement, puisque vous avez abordé une facette de la question aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que véritablement les choses ont changé en matière de bonne gouvernance? Quand on voit tous les scandales dans la presse aujourd'hui, on a l'impression que ce gouvernement-là, sur ce plan-là, n'a pas beaucoup bougé. On a bougé. Vous voyez les scandales et il y a les actions qui suivent. Mais le gouvernement, il est là. Et puis vous avez des Burkinabés qui, pendant des années, ont pris des habitudes. Ah, donc le changement va au-delà même du gouvernement. Vous voulez dire que même dans les institutions, il faut faire des changements? Mais même les personnes individuellement prises doivent accepter de se remettre en cause. Vous pensez que les ministres là sont des super hommes? Le chef de l'État a choisi parmi des Burkinabés des hommes avec leurs défauts, leurs qualités. Et c'est pour ça que la société civile est utile. C'est pour ça que l'opposition est utile. Mais c'est pour ça que chacun d'entre nous doit se dire que ce n'est pas ce que lui il est, il n'est pas différent de moi. Si on accepte, nous, de payer des pots de vin, etc., on participe à cette situation-là. Comme les Burkinabés aujourd'hui ont changé leur façon de fonctionner. Comme les Burkinabés veulent toujours avoir des passe-droits. Moi, en tant que ministre, je dis chaque fois, je dis, vous dites qu'on n'a qu'à vous donner telle ou telle chose. Mais vous voulez que le ministre, il trouve ça où? Il va trouver ça où? Vous voulez que ça change? Vous avez des ministres qui sont sollicités matin, midi. Les gens veulent fonctionner comme avant, alors qu'ils disent que ça a changé. Il faut aussi que les Burkinabés acceptent de se dire la vérité. Les gens veulent fonctionner comme avant, et ils disent qu'il faut que ça change. Il faut que tout le monde, tout ça change. Nous, en tant que ministres, nous vivons ça de façon extrêmement difficile. Ah oui, concrètement, quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant que ministre aujourd'hui avec tous les avantages liés? Parce qu'on a parlé de réduction du train de vie de l'État, ça devait changer à ce niveau. Mais on a l'impression que ça n'a pas changé. Mais regardez le train de vie des ministres. Essayez de. Vous êtes journaliste. Vous regardez, faites un dossier sur le train de vie des ministres et vous verrez. Les ministres n'ont pas d'avantages particuliers. Il y a une réduction drastique des frais de télécommunication, réduction des avantages divers. Il n'y a pas eu de. Contrairement à ce que les gens disent, nous, on n'a pas eu 1 million ou 5 millions ou quoi que ce soit pour s'installer ou quoi que ce soit. Non. Les ministres sont des ministres. Votre salaire aujourd'hui, c'est combien en tant que ministre? C'est mon salaire. Oui, mais vous devez le dire puisque c'est l'argent du contribuable. Pourquoi ne pas en parler publiquement? C'est mon salaire. Les gens connaissent les salaires des ministres. Et moi, vous n'avez pas consenti des efforts comme les députés l'ont fait, 19% de réduction de leur salaire, ils l'ont fait. On attendait ça du gouvernement, vous ne l'avez pas fait vous aussi. Il y a d'autres aspects qui sont plus importants à notre niveau, qui sont plus structurels. C'est le fait de revoir toutes les chaînes qui causent des problèmes au niveau du coût du fonctionnement de l'administration. J'aimerais bien que la presse, un jour, sorte de son carcan et dise, ils ont dit ça, allons vérifier. Et à ce moment-là, vous mettrez ça sur la table. Les coûts de fonctionnement des ministères, la question des carburants, la question de l'économie qui est faite au niveau des véhicules, la question du train de vie même des ministres, la question des missions, des missions des ministres. Tous ces éléments ont été réduits de façon drastique. Moi, je vous dis, j'ai la chance d'être porte-parole du gouvernement, d'assister parfois à l'élaboration de l'ordre du jour du Conseil des ministres, donc de valider les communications orales qui ont trait au voyage, aux missions des âmes. Parce que vous savez que tous les fonctionnaires burkinabés, pour sortir, on présente une communication orale qui est validée par le Premier ministre ou par délégation par le secrétaire général du gouvernement quand ce n'est pas les ministres. Et je vois comment certaines missions, y compris de ministres, sont jugées, même parfois lorsqu'elles sont payées par des partenaires étrangers, non pertinentes, parce que simplement, en ce moment, le ministre ne sera pas sur place pour faire un travail, donc on l'attend. Ça, c'est le vécu quotidien des ministres. Donc, les ordres d'émission ont été annulés souvent, et ainsi de suite, parce qu'on voulait réduire le train de vie de l'État ou encore parce qu'on a trouvé que c'était inopportun pour les ministres de se déplacer. Il y a une gestion rigoureuse de tout ce qui est dépenses de l'État. Après, on ne peut pas changer le monde en une journée. Vous avez des scandales qui sont apparus, qui sont parfois même, dont les premiers éléments ont été pointus du doigt par certains ministres, qui sont dans la presse juridique, qui sont en train de poursuivre leur chemin en justice. Vous avez parlé tout de suite, j'ai dit il y a une séparation des pouvoirs. Et c'est vrai que autant que le gouvernement, il y a cette séparation. Nous n'avons pas prétention à voter l'impôt, à lever l'impôt, à contrôler l'action du gouvernement ou à faire la loi, c'est le travail des députés. Nous avons donc à mettre en place une politique de gouvernement et puis nous n'avons pas prétention à juger les gens. Il y a d'autres personnes qui sont là pour les juger. On a l'impression que vous, à vous entendre parler, les ministres sont propres, ils ne protègent personne, les ministres ne favorisent pas les entrepreneurs pour avoir des marchés publics et tout ça. La corruption, ce n'est pas votre affaire. Vous gérez bien le pays comme il se doit. Je suis au ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement. Porte-parole du gouvernement. Porte-parole du gouvernement. Dans mon ministère, il y a très peu de projets à gérer. Tout ce que je reçois comme financement, je les transfère aux EPE pour l'exécution. J'essaie de vérifier au mieux que cela se passe
dans les règles et dans la déontologie de la gestion publique. Après, si quelqu'un à ce niveau-là commet un acte répréhensible, il se fera prendre et se fera sanctionner. Lorsque le gouvernement Kaba 2, comme on l'appelle, a été mis en place, le président du Faso a dit qu'il attache une importance particulière à la question de la gouvernance. Tolérance zéro, ça tient toujours? Et que toute personne qui se ferait prendre devra rendre compte. Je ne vais pas rentrer. Vous savez, il y a quelque chose qui, à mon avis, a changé. À tel point aujourd'hui que, vous savez, la loi dit par exemple que, à hauteur de 15% du volume total des engagements dans les marchés, on peut les passer de gré à gré. Mais regardez les ministres, ils ont peur. Parce qu'ils disent, je vais poser un acte qui peut être répréhensible. Demain, la loi rend chaque ministre, notamment dans le budget et programme, redevable personnellement de ce qui se passe. Donc aujourd'hui, on peut dire il y a tel ou tel, des suspicions, des trucs. Mais s'il y a des faits qui se retrouvent avérés, les ministres qui sont concernés seront forcément... Ce que vous dites, c'est suffisamment grave. Si on a des ministres peureux pour gérer un gouvernement, ça devient dangereux. Ce n'est pas des ministres peureux, c'est des ministres... Parce que vous avez peur aujourd'hui de passer un certain nombre de marchés et tout ça. Non, on évite tout ce qui peut être susceptible de créer de la tension ou de la suspicion. Voilà. C'est la vérité. Mais vous savez, vous n'avez pas peur dans la vie? Vous n'avez jamais eu peur de votre vie? Quand ça vous engage personnellement, vous n'avez pas peur? Moi, je pense que moi, quand ça m'engage personnellement, je ne regarde pas 2 fois avant de mettre les pieds dedans. Je ne suis pas un casse-cou. J'ai engagé un processus que je veux qu'il aboutisse à son terme dans la satisfaction de la personne qui m'a choisi. C'est très important. Il ne s'agit pas de jouer aux oraux. Il s'agit juste de faire le travail très bien en respectant l'essence même de l'éthique que nous voulons mettre au niveau de la politique. Il y a des choses à faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il y a des aménagements à faire. Nous avons obtenu, par exemple, de l'Assemblée nationale, des réductions des prestations de marché, et chaque ministre est appelé à le faire le mieux possible pour exécuter ces éléments-là. Mais il faut faire attention. Donc la question de la tolérance zéro est d'actualité, c'est lui qui se fera prendre... Elle est plus que d'actualité, elle est permanente. C'est-à-dire qu'au quotidien de vos actes, vous devez vérifier à ce qu'il n'y ait pas de problème. Parce que c'est vous le responsable. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas le président du Faso. Il vous a confié un département. Lui, il rendra compte dans 5 ans aux populations, mais maintenant, vous devez lui rendre compte, vous continuez de votre gestion. Parlons à présent donc d'un autre élément très important, c'est le PNDS. Vous avez vendu un rêve au Burkinabé, cela fait pratiquement 7 mois aujourd'hui que la conférence de Paris s'est tenue. Où vous en êtes aujourd'hui avec la mise en œuvre de ce fameux PNDS qui se fait autant désirer avec les 18 000 milliards annoncés en grande pompe? Le PNDS, c'est plus de 63 et quelques % de contribution nationale. Souvent, lorsqu'on parle du PNDS, on ne voit que l'argent qui vient de l'extérieur. Mais le PNDS, c'est d'abord nous. C'est votre manière de communiquer qui fait croire cela, justement. On a l'impression que le gouvernement, véritablement, ne communique vraiment pas bien. Alors, on va vous prendre comme expert en communication, vous allez nous aider. Ce n'est pas à nous de le faire. Vous, c'est votre travail avec toutes les équipes qui travaillent avec vous. Parce que les éléments de coordination et de mise en œuvre sont importants. Mais vous êtes issu de la presse comme moi, et vous savez que souvent la presse ne choisit que ce dont elle veut parler. Lorsqu'on a parlé du PNDS, tout le monde a vu la globalisation de ce que nous avons vu. Mais ce qui est important dans cette globalisation-là, ce n'est pas autant l'argent qui a été annoncé. C'est le fait que des personnes ont cru que ce pays-là est capable de se remettre, ont cru qu'il y avait quelque chose qui peut changer dans ce pays, ont eu confiance à une population, ont eu confiance à une équipe. Ah, donc c'est plus qu'un rêve finalement le PNDS? Non, le PNDS c'est d'abord un élément de reconstruction nationale. Après, il y a de l'argent à mettre en œuvre. Et c'est à nous de capitaliser. Les gens disent, on a de l'argent à mettre à votre disposition. Mettez les projets en place, on va les financer, mettez les éléments en place, on va les financer. Il faut sortir de... Vous savez, ceux qui disent, le PNDS, c'est de l'argent, soit ils ont dépensé, soit ils n'ont pas dit la vérité. Ils savent très bien comment ça fonctionne. Ils savent bien. Vous avez des éléments. Aujourd'hui, de plus en plus, la situation se met en place. Et il y a une revue... Mais ça prend trop de temps finalement. Est-ce que vous avez vu les écoles qui ont été construites l'année dernière? Est-ce que vous avez vu le nombre de classes supérieures qui ont été régularisées? Est-ce que vous avez vu le nombre d'enseignants qui ont été embauchés? On pourrait vous dire... Non, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez vu le nombre de médecins spécialistes qui n'étaient pas affectés, rien que les gynécologues, 2 par région? Est-ce que vous avez vu ça?
Le PNDS, c'est tout ça. Si vous pensez que ça va être de l'argent qu'on va venir donner aux gens, prenez, partagez, c'est faux. Le PNDS, c'est des moyens de transformer notre pays à 4 niveaux. Et le Premier ministre n'arrête pas de le dire. Au niveau de la gouvernance, au niveau de capital humain, au niveau de la structuration de notre économie, au niveau des éléments qui sont porteurs de création d'emplois. C'est ça le PNDS. Et pour cela, il doit nous engager à mettre les choses en place petit à petit. Le PNDS, c'est les routes qui sont en train de se construire. C'est l'aménagement routier qui est mis chaque jour en place. C'est la politique au niveau de l'agriculture qui est en train de se renforcer. C'est tous ces PPP qui sont en train d'être finalisés. C'est la nouvelle vision qu'on a pour l'électricité. C'est ça le PNDS. Le chiffre, c'est le coût que les personnes acceptent de dire on peut vous accompagner à cette hauteur-là si vous déployez les projets. Donc pour vous, le PNDS est en route, hein, c'est juste une question d'incompréhension de la population. Mais le PNDS est en route. Il est en route. Rappelez-vous du passage du Premier ministre à l'Assemblée. Salifou Diallo, président de l'Assemblée, a dit si vous revenez avec encore les mêmes chiffres, si vous ne donnez pas de bons résultats, l'Assemblée sera étroite pour vous. Il a dit ça au Premier ministre. On l'a senti que même le président du Parlement ne croit pas finalement à votre affaire de PNDS. Il l'a dit. Ça prend du temps. Mais le PNDS, c'est sur 5 ans. Ou bien, c'est 2016, 2020, 4 années. Ou bien, c'est bien ça le PNDS. Mais quand on dit au Premier ministre que l'Assemblée sera étroite pour lui, ça veut tout dire. Vous avez ce que j'ai dit au départ, des aspirations qui sont des aspirations pressantes, immédiates, sur lesquelles le gouvernement doit répondre. Et vous avez le changement structurel, lui, qui est important. Si vous regardez ce qui a été fait en 2016, en termes de routes, en termes d'investissement, malgré le fait que nous avons commencé l'année relativement tard, nous avons quasiment fait 80% des investissements prévus. Il y a des éléments où 80%. Oui, il y a des éléments où ça... Donnez-nous des chiffres, on va voir. Santé, éducation et autres. On en a tellement parlé, je ne vais pas reprendre, et encore que je n'ai pas le détail, même en tant que ministre porte-parole, je n'ai pas le détail de chaque ministère dans la tête. Parce que c'est ce que le gouvernement de Compaoré a passé tout le temps à faire. Chaque année, on vient égrener une liste, alors que dans la réalité, au Burkina Faso, c'est tout le contraire qu'on constate sur le terrain. Lorsque le Premier ministre est passé à l'Assemblée nationale, il y a un certain nombre de choses qui ont été dites sur l'eau, l'énergie, etc. Nous avons dit à tous les ministres concernés de publier sur leur site internet exactement ce qui a été fait comme investissement. Et donc, si le ministre de l'eau a dit qu'il a fait un forage ici, il y a le lieu, la position géographique, localisation exacte, vous pouvez aller vérifier. Donc, le gouvernement ne fait pas du tout dans la démagogie, à vous croire en tout cas sur parole. Il y a des choses qui ne vont pas aussi vite que nous le voulons tous. Parce qu'il y a des lenteurs. Vous avez vu cette année, par exemple, nous avons quasiment 2 mois successifs de blocage de l'administration. Il est clair qu'en termes de recettes de l'État, en termes de décaissement, en termes même il y a des éléments à mettre en œuvre. Et aujourd'hui, le gouvernement travaille à voir comment le retard que nous avons perdu durant ces 2 derniers mois, nous pouvons les rattraper pour que cette année-là, nous fassions mieux que l'année dernière en termes de taux de réalisation. Mais nous ne disons pas que nous n'allons pas arrêter. Non, ce n'est pas possible. Il faut avancer et il faut le faire. Il ne s'agit pas de la démagogie. Il s'agit de dire les choses. Après, il y a des situations sur lesquelles les gens sont pressés. Parce que ça prend du temps. Et ça, c'est normal. Vous savez, si vous dites à quelqu'un que le président El Faso est élu, il a dit il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Le gars dit bon, pourquoi il n'a pas fait ça aujourd'hui? Bon, en un an et demi, dites-nous, le président, il y a combien de pourcents de réalisation de son programme politique sur lequel il a été voté? Si vous devez faire une bonne estimation. Non, nous avons réparti le programme en 4 ans. 4 années. Dans certains domaines, au bout de 3 ans, ça doit être fini. La question, par exemple, de tout ce qui est école, etc., au bout de 4 ans, ça doit être fini. Il y a d'autres éléments qui vont aller un peu plus long. Mais c'est 4 années qui sont prises pour ça. Donc, c'est reparti de telle sorte. Donc, le ministre Dandinou veut que les Burkinabés soient plutôt patients, c'est ça? Le ministre Dandinou dit aux Burkinabés que les expressions immédiates, le gouvernement les prend en compte et essaye de les satisfaire. Mais le changement structurel, il se fait par rapport à un programme qui a été mis en œuvre. Il y a des attentes et il ne faut pas les nier, mais il y a également une volonté très forte du gouvernement de changer la donne. Il faut accepter ça aussi, parce qu'on ne peut pas tout réaliser en une année. Et il faut aussi que les uns et les autres acceptent à un moment donné de se dire, regardons ce qu'ils sont en train de faire. Parce que sinon, à laver la planche sur laquelle nous marchons et à essayer de nous faire tomber à chaque fois,
au final, effectivement, le résultat risque d'être pas très probant. Vous étiez très attendu sur la question de l'incivisme. On a l'impression que le gouvernement Paul Kabatiba est dépassé par les événements sur le terrain, sur la question de l'incivisme. Qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui vous empêche de régler cette question? Alors, sortons des généralités. Dites-moi un exemple précis de où on est dépassé et je vous répondrai. Parlant de civisme au Burkina Faso, vous avez vu le cas de l'artiste Aja Divine. Ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres que vous-même vous avez cité tout à l'heure. Alors, on est dépassé où le dépassement se situe? Aujourd'hui, les gens ne respectent pas le code de la route. Il y a plein de choses, de mesures sur lesquelles vous étiez attendu, mais ça n'a pas encore bouché. Alors, il y a un certain nombre d'actes qui sont posés. Il y a un processus dans différents ministères qui a été celui d'abord de la sensibilisation, ensuite de passer. Vous savez, la dernière fois, j'écoutais une émission sur une radio étrangère et le médecin disait, c'est un médecin français, que depuis qu'il y a eu ce travail conjoint entre la police municipale et la police nationale sur les feux, le nombre de traumatismes qu'eux, ils ont à l'hôpital issus des accidents a baissé. Mais on revient à mon propos. Chaque Burkinabé doit accepter de se dire, c'est à moi aussi de participer. La question de Awa Divine, c'est pas... Ce qui est grave, c'est comment nous avons basculé dans cette violence gratuite. Le gouvernement condamne ces actes. Le gouvernement condamne ces actes. Et après, les uns et les autres ont porté plainte. Je pense que l'UNAPOL, à ce que j'ai lu, la justice dira ce qui s'est passé. Mais la condamnation de l'acte, elle doit être ferme. Rien ne justifie une situation comme celle-là. Rien. Et le civisme qu'elle a dit publiquement, vous soutenez cela au niveau du gouvernement? Elle a clairement dit qu'elle n'était pas dans le droit. Alors qu'on a vu des membres du gouvernement se rendre chez elle aujourd'hui. La question, c'est pareil. C'est lorsque, par exemple, le journaliste Akaya se fait molester par le gendarme, le président du Faso, quelle que cela puisse être la raison, dit ce n'est pas normal qu'on puisse violenter quelqu'un. Le journaliste, il avait son badge, il était dans son règle, il était dans son droit, il n'y avait pas de problème. Je dis, quel que soit ce qui ait pu se passer, ce n'est pas normal. De la même façon, nous disons, quel que soit ce que Adja Divine ait pu faire, ce lynchage-là n'est pas normal. C'est tout. C'est la même chose. Il faut accepter que nous sommes dans un État qui se construit sur le droit et que c'est au droit, à la justice de statuer. La justice populaire. Parce que la marge d'erreur est énorme. Elle est énorme. Cette dame aurait pu se faire tuer. Qu'elle ait dit la vérité, qu'elle ait menti, la raison n'est pas là. Comment vous allez ôter la vie de quelqu'un? De quel droit vous allez le faire? Et aujourd'hui, vous faites le lien avec le cas du journaliste, alors que lui, il a été bousculé par la sécurité présidentielle. C'est vous dire que, quelle que soit la situation... Une atteinte à la liberté de la presse. Non. Vous êtes issu du monde de la presse, vous n'allez pas accepter quand même qu'on brutalise un journaliste de cette manière. Je dis, quelle que soit la liberté... D'ailleurs, j'ai écrit à Desouma et j'ai écrit au Sénatique pour leur exprimer tout mon soutien par rapport à cette situation. Mais quelle que soit la situation, elle est vraie pour tous les Burkinabés. Nous devons respecter la loi. Et nous devons agir de telle sorte que la protection de l'intégrité physique, la protection de la vie, la protection des éléments qui sont des éléments déterminants. Le reste, les questions de droit, la justice peut statuer là-dessus. Mais nous n'avons pas à porter atteinte à l'intégrité physique de quelqu'un, quelle que puisse en être la cause et la raison. Nous n'avons pas ce droit-là. Donc, c'est une condamnation de principe. Voilà qui est clair. Non, c'est clair. Alors, Rémi Dadji, nous évoluons parce que nous nous sommes pris par le temps, vous et puis la presse. C'est sous votre gouvernance qu'il y a eu cette grève au niveau des médias d'État. Pour beaucoup de Burkinabés, vous n'arrivez pas à bien gérer ce secteur-là. Qu'est-ce qui vous empêche de bien gérer les médias de service public aujourd'hui? Je pense que je le fais assez bien. Je le fais assez bien pour la Est-ce que vous êtes retrouvé confronté à une situation où, vous qui êtes du privé aujourd'hui, vous êtes rendu compte que le fonctionnariat a pris le pas sur le travail même des journalistes de service public aujourd'hui? En toute honnêteté? La question ne se pose pas dans ce terme. Je serais faire un jour aux journalistes de la télévision qui nous dit que ce sont des fonctionnaires. La question ne se pose pas en termes. La question se pose en termes de comment nous capitalisons un élément qui est important pour la gouvernance. À savoir que les médias de service public doivent rester des médias au service de tout le monde. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. On vous reproche de ne pas donner tous les moyens à la RTB pour qu'elle devienne comme les autres télés souvent de la sous-région qu'on envie avec des plateaux télé bien faits, bien aménagés et tout ça. Alors, je donne quelques chiffres. Vous savez, lorsque nous sommes arrivés, c'était difficile. Et malgré tout, nous sommes arrivés à faire accepter par le Premier ministre un programme d'installation d'émetteurs FM pour que tous les Burkinabés qui sont dans le Burkina puissent avoir accès au moins à la radio. Quand vous allez dans les zones frontalières, il n'y a pas de radio. Donc nous avons eu un programme sur 3 ans pour qu'au bout de 3 ans,
tout le territoire national soit totalement quadrillé par la radio FM. Nous avons également fait inscrire, pour plus de 300 millions de francs CFA, la numérisation totale de la télévision nationale pour lui permettre de basculer dans le cadre de la TNT. Nous avons fait corriger le plan de passation des marchés de la télévision nationale pour qu'en 2017, cette année, plus de 200 millions de francs CFA soient destinés à l'aménagement des plateaux et la lumière au niveau de la télévision nationale, avec objectif septembre 2017 pour que nous ayons des plateaux et des lumières à la hauteur des programmes que nous avons. Nous avons réussi, et ça, le syndicat y est pour quelque chose, à ce qu'il y ait un arrêté conjoint, ministère des Finances, ministère de la Communication, pour ce qui est des frais de production, pour redonner un souffle à la production au niveau de la télévision nationale, la radio et également de Sidoya. Donc, je pense que... La balle se trouve désormais dans le camp des travailleurs. Aujourd'hui, la balle est dans le camp des travailleurs. C'est à eux de transformer les moyens qu'on met à leur disposition en termes de satisfaction des populations. C'est la réalité. Vous ne leur mettez pas de pression sur le traitement de l'information parce qu'on vous a dit clairement, les gens ont été choqués quand vous avez fait référence à Norbert Zongo, une manière subtile de dire à ceux qui ne veulent pas faire comme vous le souhaitez, de prendre la porte. Moi, j'ai toujours dit une chose, c'est que les médias d'État doivent être au service de tout le monde. Et que pour moi, la communication gouvernementale, elle devait se focaliser plus sur le SIG. Après, dans les cahiers de charges de la télévision, la radio nationale Sidoya, il y a, et c'est là où on a eu ce petit bisbille, moi j'ai dit accompagner le gouvernement, ils ont dit accompagner les actions de développement. Bon, il y a accompagner les actions de développement. C'est inscrit dans leur oblique. Après, on n'empêche personne de faire son travail. Vous savez, la critique, elle est porteuse pour tout le monde. Lorsque vous avez une télévision, une radio nationale, qui sont capables de dire, voilà ce que le gouvernement fait dans le domaine de l'eau, de l'assainissement, mais voilà où ça ne va pas, pourquoi le gouvernement va se plaindre? Parce qu'on leur dit, là, ça ne va pas. Encore le gouvernement va se plaindre. Vous ne mettez pas la pression aujourd'hui dans le cadre du traitement de l'information. Ils sont libres, pas d'immixtion quelconque. Vous pouvez le dire ouvertement, publiquement. J'ai toujours dit, et ça je le dis, je l'ai dit au syndicat, je l'ai dit à tout le monde, que quelqu'un me montre une trace d'immixtion du ministre. Je dis, je ne sais pas où Vous avez aussi dit qu'on ne peut pas voyager avec le président et puis refuser de parler très bien de son voyage. Non. Ça aussi, c'est vous qui l'avez dit. Quand vous sortez les éléments du contexte, quand je suis arrivé, nous avons discuté et j'ai dit, nous allons trouver un système pour que tout le monde soit un système de rotation. Et on m'a dit, non, non, les médias des services, des médias publics, les médias sont d'abord prioritaires. J'ai dit, bon, moi je voulais que les privés, tout le monde participe. Mais vous n'allez pas dire que vous allez rentrer dans un avion et puis dire après, vous n'allez pas faire ceci, cela. On ne s'est peut-être pas bien compris sur la question. Aujourd'hui, ils voyagent, ils font leur reportage, ils mettent ce qu'ils veulent à l'intérieur, personne ne leur demande. On nous a dit aussi que vous avez imposé qu'on ouvre le journal de 20h avec l'image du président du Faso. Est-ce que c'est vrai? Vous savez, la hiérarchisation de l'information est une chose très délicate et c'est à la rédaction de définir ça. Mais je dis, je ne suis pas d'accord que le chef de l'État, lorsqu'il fait une actualité, on le renvoie en 10e position. Donc vous faites de l'immixtion finalement? Non, non, non. C'est une discussion que j'ai eue à la direction générale, mais c'est mon rôle. Tout en mettant la pression sur la direction générale de façon indirecte. Vous savez, je ne connais pas la rédaction de la télé, la radio de Sidoya. Je parle aux responsables et au conseil d'administration. Voilà qui est clair. Mais permettez quand même que je dise sur cette question, que je trouve normal que je puisse dire quand même, en tant que ministre porte-parole chargé de la communication du gouvernement, ces aspects-là, j'aimerais que vous les regardiez. Sinon, je n'aurais pas fait mon boulot. Je regrette. Mais il faut commencer le journal par le président du Faso. Je n'ai pas dit de commencer le journal par le président du Faso. Ne faites pas de ce que je n'ai pas dit. S'il y a eu une inondation à Ouagadougou et que le président du Faso reçoit un directeur, ne serait-ce même de la Banque mondiale, pourquoi la télévision va commencer par le président du Faso? Les Burkinabés ont besoin de savoir ce qui s'est passé dans leur pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, on peut... Vous savez, on est tous des professionnels du métier. Il y a des façons de travailler qui permettent de... Vous ne l'êtes plus, vous êtes devenu ministre maintenant. Enfin, il faut le dire maintenant. Vous Vous avez changé de bord. C'est vrai que je n'ai plus droit à la carte de presse. C'est vrai. Alors, mais il faut qu'on évolue parce que la presse privée aussi vous dit que vous avez déjà oublié d'où vous venez, dans notamment la question des factures et tout ça. Oui, mais c'est pas moi qui ai fait les factures. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous ne défendez pas assez la presse privée auprès du gouvernement, alors que vous êtes issu du privé. C'est cette même presse qui dit que quand je pose un acte, je suis dans une situation de conflit d'intérêts. Il faut bien qu'on sache ce qu'on veut. Moi, j'essaie d'être le plus professionnel possible. J'ai un dossier qui existe et sur lequel nous avons obtenu énormément de choses. Le Premier ministre est engagé à ce que
lors de la rencontre, sous 15 jours, on a commencé à régler. Des questions de contrat ont été, même pour trouver des réponses aux questions de ceux qui n'avaient pas tous les éléments de couverture. Parce que là où je suis d'accord, parce que je viens de l'appeler, je sais comment ça fonctionne, aujourd'hui on peut vous appeler, vous dire, il y a une urgence, il faut couvrir. Et demain on vous dit que les papiers n'ont pas été faits dans les règles, etc. Donc souvent les médias sont dans cette situation-là. Il y a d'autres aspects. On prend les abonnements avec un journal, on ne le paye pas. L'abonnement, quand même, on doit le payer. Mais dans la fonction publique, dans l'administration publique, on paye le service rendu. On ne le paye pas avant. Donc, il faut aménager tous ces aspects-là. Et c'est pour ça que nous avons travaillé à ce que ces questions-là soient résolues. Après, il y a des attentes des uns et des autres. Nous avons mis le fonds en place, qui a un certain nombre de difficultés, notamment parce qu'en 2015, lorsque le fonds a été fait, c'est un fonds qui n'est pas conçu pour faire de prêter de l'argent. On a une partie subvention, 400 millions. On a une partie fonds, 700 millions. Et lorsque nous avons demandé au ministère des Finances de changer la nature du fonds, le ministère a dit, vous changez quasiment de fonds. Donc il faut faire une étude pour voir, parce que les fonds, je pense qu'au bout de 5 années, normalement l'État n'investit plus, ils doivent pouvoir générer eux-mêmes le principe de faire tourner cette activité-là. Voilà où nous en sommes. Donc essentiellement pour moi... Il y a de l'espoir. Il y a plus que de l'espoir. Vous savez, dans ma lettre de mission que j'ai reçue en 2017, il y a l'aménagement du contexte économique de l'entreprise de presse privée, l'amélioration. Ça fait partie des missions que le Premier ministre a données. Voilà. Et c'est sur ça qu'il va me juger à faire. Voilà qui est bien dit. Un autre élément très important avec le ministre de la Communication, Rémi Dandjinou. Alors, est-ce que vous et Alpha Bari, promoteurs de médias, vous subissez souvent la pression de Roch Kaboré ou du Premier ministre Kaba Thieba pour que vos médias accompagnent le gouvernement dans ses actions? Vous êtes directeur de ce média. La question n'est pas là. Moi, je vous pose une question. Vous devez nous dire ce qui se passe là-bas. Non, je vais vous répondre. Je vais commencer ma réponse. C'est-à-dire que moi, je suis actionnaire d'une entreprise. Je ne suis plus dans la gestion au quotidien de cette entreprise. Il y a un conseil d'administration. Ne déplacez pas la question. Moi, je veux savoir, est-ce que le Premier ministre et le Président vous mettent la pression à travers vos médias pour que vous fassiez plus la communication? Parce que là, vous êtes en train de faire des raccourcis. Il y a un conseil d'administration. Je ne suis plus dans l'exécution directe des choses. Alpha Bari, c'est Alpha Bari. Pour moi, personne ne se plaint de ce que je fais comme traitement de l'information. Personne. Personne. Et je trouve que c'est une garantie de survie de mon entreprise. Voilà. Il a une entreprise qui aurait une tonalité partisane, ce serait discrédité. Personne ne se plaint. Okay. Vous faites votre travail, je pense que vous le faites assez bien. Et on continue. Merci, c'est gentil de nous apprécier de cette manière et en direct sur Burkina Info TV. Alors, juste peut-être savoir, est-ce qu'à votre niveau, le cas Thierry Hott, vous en parlez souvent? Parce qu'on trouve qu'il vous fait de l'ombre autour du président Kaboré. Le président Kaboré a un certain nombre de conseillers. Il y a des conseillers au niveau des nouvelles technologies, au niveau de la communication, au niveau de l'industrie. Si tous les ministres, parce que le président avait un conseiller, devrait dire qui lui font de l'ombre, ça pose un problème. Le travail de Thierry est un travail spécifique. Il est continuellement accompagné le président dans la prise de parole, dans l'existence sur les réseaux sociaux, et il le fait relativement bien. Et moi, je m'en félicite. Nous avons une relation saine, puisque on en discute, on échange. Il fait son travail, qui est d'accompagner la communication gouvernementale, et il y a des agences qui le font avec lui, et nous avons à s'occuper de la communication gouvernementale et nous travaillons en parfaite bonne intelligence. Rémi Dandjinou a-t-il la carte du MPP aujourd'hui? Non, je ne suis pas partisan du MPP, je n'ai pas de carte politique. Je suis ministre du gouvernement qui met en œuvre une politique d'un président du Faso qui a une majorité à l'Assemblée. Je dois tenir compte de cette réalité-là. Je n'ai pas besoin, pour faire ce travail, de devenir un politique ou d'entrer dans un parti politique. On vous a proposé la carte, vous avez refusé? Pour le moment, personne n'a proposé de carte. Ça ne vous intéresse pas? Je ne suis pas venu au ministère pour devenir ensuite un acteur politique. Non, je suis venu parce qu'un homme a pensé qu'à un moment donné, je pouvais, à cet instant de notre travail, participer à la construction du Burkina nouveau que nous voulons faire. Et je dois travailler sur ce thème-là à un moment donné, et toute l'équipe avec laquelle je travaille soit satisfaite de ce que je mets en œuvre. Et si on vous disait, si vous ne prenez pas la carte, on va vous enlever de cette équipe gouvernementale, qu'est-ce que vous allez faire? J'attends cette question et puis je déciderai, mais je pense que ce n'est pas la carte qui me fera rester au gouvernement ou au parti. Vous êtes prêt à quitter le gouvernement si on voulait vous imposer la carte du MPT éventuellement?
Je ne suis pas venu pour être entré dans un parti politique. J'attends donc de voir. Merci pour aujourd'hui. Merci à vous d'être passé sur le plateau du Grand Déballage. Aux téléspectateurs de Burkina Info, merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme à tous et à toutes.